Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Zaïre TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Candidat de la mouvance à l'élection présidentielle de 2026, Romuald Wardani a officiellement été investi ce samedi 4 octobre 2025 aux côtés de sa colistière, la vice-présidente Mariam Thiaby Talata, épouse Zime Yerima. Dans un discours plein d'engagement, l'actuel ministre d'État a présenté leur tandem comme le symbole d'unité, de confiance et d'égalité pour le Bénin. Les détails de la cérémonie d'investiture dans ce 19h. Les membres des Lions Club des zones 11 et 14 du district 403 à 4 se sont retrouvés ce samedi 4 octobre à Cotonou pour leur première réunion du comité consultatif du gouverneur. Le point des assises dans ce journal. Vous suivrez également dans cette édition les résultats des matchs disputés ce week-end issus de la deuxième journée de la Ligue professionnelle saison 2025-2026. À nouveau, bonsoir. La cérémonie officielle d'investiture du duo de la majorité présidentielle de 2026 a eu lieu ce samedi 4 octobre 2025 au stade municipal de Parakou. Dans son discours, le candidat de la mouvance à la présidentielle de 2026, Romuald Wardani, a mis un accent particulier sur les atouts de la jeunesse béninoise. Suivons ensemble ses propos au micro d'une équipe de Zaïre TV Parakou. Chers amis, depuis près de 10 ans, notre pays a connu des transformations profondes. Nous avons consolidé notre démocratie, renforcé nos institutions, nos finances publiques sont assainies, notre économie affiche une croissance qui place notre pays dans les plus performants en Afrique. Mais nous sommes conscients que le chemin vers notre idéal reste long. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour présenter un programme détaillé. Ce moment viendra. Je suis ici pour partager avec vous deux convictions fortes. La première, c'est que la vision demeure claire et que les défis auxquels nous aurons à faire face les années à venir, ces défis sont connus. Le chemin est certes long, mais les étapes les plus difficiles ont été déjà franchies ces 9 dernières années. La chance de notre pays, c'est que pendant les périodes les plus difficiles, quand le monde et la région traversaient des crises, nous avons su faire les efforts nécessaires, faire les sacrifices nécessaires qui nous rendent aujourd'hui résilients et prêts pour affronter ces défis. Par ailleurs, les axes de résolution de ces défis sont identifiés, connus, étudiés et planifiés. La seconde conviction est que dans un monde instable, dans une sous-région en crise, notre plus grande force, c'est notre unité nationale. Je veux être le candidat de tous les Béninois. Notre force sur le chemin du développement, c'est l'unité nationale. Notre atout, c'est que la vision est claire, les lignes sont tracées, les défis et les solutions sont connus. Et notre chance, c'est que les efforts consentis tous ensemble ces dernières années vont désormais permettre à tous de bénéficier pleinement des fruits de la croissance. Chers amis, chers invités, je voudrais maintenant m'adresser à la jeunesse.
Je voudrais maintenant m'adresser à la jeunesse. J'ai presque envie de rentrer dans la fosse pour m'adresser à la jeunesse. Jeunes du Bénin, ayez confiance. Jeunes du Bénin, ayez confiance. Près de 70% de nos compatriotes ont moins de 25 ans. Un Béninois sur deux a moins de 18 ans. Le Bénin est l'un des pays les plus jeunes au monde. Il est donc clair que l'avenir appartient à la jeunesse. Il est donc clair que notre avenir se jouera dans nos écoles, dans nos universités. Il est clair que notre avenir est dans la main de ces jeunes créateurs, artistes, entrepreneurs. Je pense à ces jeunes qui innovent tous les jours, que ce soit dans l'agriculture, dans la culture, dans le numérique. Je pense aux étudiants qui rêvent de rester chez eux et de réussir chez eux. Je pense à ces jeunes qui veulent participer pleinement à la transformation de notre pays. La jeunesse est notre richesse, elle est notre force, elle est notre avenir. La jeunesse est notre richesse, elle est notre force, elle est notre avenir. Jeunes du Bénin, ayez confiance. Jeunes du Bénin, ayez confiance. Près de 70% de nos compatriotes ont moins de 25 ans. Un Béninois sur deux a moins de 18 ans. Le Bénin est l'un des pays les plus jeunes au monde. Il est donc clair que l'avenir appartient à la jeunesse. Il est donc clair que notre avenir se jouera dans nos écoles, dans nos universités. Il est clair que notre avenir est dans la main de ces jeunes créateurs, artistes, entrepreneurs. Je pense à ces jeunes qui innovent tous les jours, que ce soit dans l'agriculture, dans la culture, dans le numérique. Je pense aux étudiants qui rêvent de rester chez eux et de réussir chez eux. Je pense à ces jeunes qui veulent participer pleinement à la transformation de notre pays. La jeunesse est notre richesse, elle est notre force, elle est notre avenir. La jeunesse est notre richesse, elle est notre force, elle est notre avenir. Après la cérémonie d'investiture du duo candidat de la mouvance présidentielle Wadagne Talata, quelques personnalités présentes ont donné leurs impressions. Suivons ensemble. Mes premières impressions, c'est d'abord la fierté d'appartenir à un mouvement qui quand même a impacté le Bénin pendant bientôt 10 ans, sous le leadership du président Patrice Talon. La fierté, c'est également de se retrouver sur nos terres ici, à Parakou. Parakou, c'est chez nous. Parakou, c'est chez Wadagne Romuald, comme il a rappelé tout à l'heure. Ma fierté, c'est que tout le Bénin se mobilise, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour dire oui à ce duo qui est quand même représentatif. Vous savez, la jeunesse, aujourd'hui, c'est le moteur, c'est la jeunesse qui dynamise tout, c'est la jeunesse qui allume. Et il a rappelé, avec la jeunesse, nous allons construire, transformer les ambitions en réussite, transformer les ambitions en opportunités pour que le Bénin puisse encore étonner le monde. Nous sommes engagés, comme l'a dit le président de l'Union progressiste, nous sommes engagés à soutenir ce duo candidat et à les amener à la victoire totale. En 2026, le Bénin tombera dans les mains de M. Ronald Wadagne et de Mme Tchabi Zime Yerima Tarita. Comme le commun de ceux qui ont participé aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà un grand enthousiasme autour de cet événement. Tout le monde est content.
Ça prouve vraiment que tous les Béninois à l'unanimité sont d'accord avec ce choix. Et le discours de notre futur président, par la grâce de Dieu, a encore beaucoup plus rassuré parce qu'il promet être le président de tous les Béninois, le président de la jeunesse et faire en sorte qu'avec lui, la dynamique puisse s'accélérer encore plus. Cette génération qui a en main les outils nécessaires pour le développement de notre pays. Et pour que cette marge ait en main les outils, il faut aussi accompagner. Il a parlé de l'éducation. Il a parlé de la culture, il a énuméré des domaines qui permettent de donner les rudiments, les instruments nécessaires à cette catégorie pour accompagner donc le développement du pays. Et nous voulons compter sur lui. Mes sentiments sont les sentiments de satisfaction. À entendre parler de notre candidat, je crois que c'est quatre partis de la mouvance présidentielle qui sont en train de le soutenir. Il s'est adressé d'abord à la nation en disant que c'est sur la base d'une continuité. Et cette continuité-là ne peut se faire qu'avec la population. Le deuxième point qui a attiré mon attention, c'est l'appel qu'il a lancé à la jeunesse. Notre population est pratiquement jeune et on a besoin de cette population pour développer le pays. Donc tous nous devons nous réunir derrière ce président pour construire le Bénin avec les progrès de ces 9 dernières années. Je crois que si la jeunesse s'implique, je crois qu'avec le taux de la jeunesse que nous avons au niveau de notre pays, nous allons faire de l'espoir. Il a besoin de l'accompagnement de la jeunesse, il a besoin de l'accompagnement de tous les acteurs politiques pour construire le Bénin. Nous avons également écouté le message de notre candidat et ce message, ma foi, est un message d'espoir. Espoir à la jeunesse parce qu'étant lui-même de la jeunesse, il a dit ceci, il travaillera avec intégrité, il travaillera avec courage, il travaillera avec constance. Il veut bâtir un pays pour le jeune, lorsqu'il a une idée, peut le mettre en œuvre, peut rester au pays et grandir. Ça, c'est des éléments qui m'ont accroché et je pense aujourd'hui nous avons le devoir de partager la bonne nouvelle dans nos villages, dans nos communes, dans nos arrondissements afin que tout le monde puisse rentrer dans les rangs. C'est normal, le Bénin aujourd'hui est en train d'avancer et dans ce trajet, on n'a pas besoin de parler d'opposition, on n'a pas besoin de parler de la mouvance, mais nous avons besoin de parler de notre pays, que chacun de nous puisse participer à la victoire en avril 2026 et nous allons pouvoir raconter l'histoire ensemble. Nous avons écouté aujourd'hui un candidat pas comme les autres, mais un candidat de notre génération. Et je peux vous dire que nous ne sommes pas venus aujourd'hui investir Romuald en tant que candidat, nous sommes venus nous investir nous-mêmes. Parce que cette candidature, plus que jamais, définira la volonté et l'engagement de la jeunesse à pouvoir défendre ses propres causes et à tracer une projection droite pour cette nation. À partir du moment que cette passe décisive nous a été donnée, chose que nous avons toujours réclamée, si toute la jeunesse ne se lève pas comme un seul homme pour réussir ce pari, plus jamais je pense qu'on ne nous fera confiance pour nous confier cette responsabilité majeure. Et j'ose croire que cela n'arrivera jamais. Nous n'allons jamais faillir à cette mission. Et c'est pourquoi je vous dis, plus qu'une investiture d'un candidat, c'est l'investiture de toute la jeunesse. C'est un double événement. L'investiture et en même temps nous célébrons le chaos au premier tour, par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Un jeune comme candidat, c'est une chance, c'est une grande chance pour la République. Vous savez, il a dit 70% de la population béninoise est jeune. Tout est dit. La victoire, selon moi, elle est certaine. Et comme je l'ai dit tantôt, nous célébrons déjà le chaos au premier tour, par la grâce de Dieu. Le Bénin est en train de faire ses marches vers le vrai développement. Et nous espérons et nous sommes sûrs, convaincus qu'avec l'union et l'unité qui se fait autour de ce duo-là, nous aurons encore un Bénin plus prospère et mieux avancé par rapport à toutes ces réformes que le président Patrice Talon a déjà fait. Nous sommes maintenant rassurés, une nouvelle tête très jeune et bien remplie qui vient accompagner d'une
une autre tête chargée d'expérience. Je crois qu'il n'y a pas de duo encore qui serait plus parfait que ce duo. On doit poursuivre cette dynamique, on ne doit pas la casser. C'est important pour nous tous Bénin, pour tous ceux qui ont vraiment foi en ce que notre pays représente aujourd'hui, d'accord, une fierté. Partout on va à l'international, dans toutes les rencontres, nous sommes fiers d'être béninois, nous sommes fiers vraiment d'appartenir à cette nation. Et il n'y a personne qui puisse le mieux continuer cette dynamique et nous appuyer surtout sur tout ce qui a eu comme réussite pendant ces 9 ans. On ne dit pas qu'il y ait de gouvernance qui soit entièrement parfaite, parce que seul Dieu est parfait. Le président Patrice Talon a reconnu parfois sa rigueur, que certains n'avaient pas compris au départ, mais quand on prend un peu de recul, on se rend compte que le Bénin s'est construit sur la base de cette rigueur-là. Et donc celui qui peut poursuivre cette dynamique en ayant assez de lucidité, c'est Romy Alwadaï, et qui sera soutenu, épaulé avec Mariam Talata, qui quand même a de grandes expériences en matière politique dans le Bénin. Je l'ai annoncé à l'entame de cette édition, les membres du Lions Club des zones 11 et 14 du district 403 à 4 se sont retrouvés ce samedi 4 octobre 2025 à Cotonou pour leur première réunion du comité consultatif du gouverneur. Une rencontre placée sous le signe du partage de l'évaluation et du renforcement des capacités des membres Lions et Léo. Le point des échanges avec une équipe de Esaü TV. Les zones 11 et 14 du district 403 à 4 unissent leurs forces pour mieux servir. Ce samedi 4 octobre, elles ont tenu la première réunion du comité consultatif du gouverneur à Cotonou. Une rencontre placée sous le signe du partage et du renforcement des capacités. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Les lions, dans une certaine mesure, se sont déplacés, même si ce n'était pas vraiment le grand nombre, mais il y avait quand même beaucoup d'amis qui étaient présents. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention la situation administrative et financière des clubs. Nous avons suivi une très belle formation sur le rapportage de nos activités sur Lion Portal, notre plateforme. Et puis les officiels qui étaient présents, en tout cas, nous ont prodigué de sages conseils. Il y a eu une participation massive des amis des différents clubs. Tous les clubs ont été représentés, ont été présents. Et nous avons eu des échanges assez fructueux. Nous avons pu identifier quels sont les défis auxquels nous devons vraiment, sur lesquels nous devons travailler pour les mois à venir. Et c'était vraiment très intéressant avec, disons, un élément très positif qui est lié à la formation des membres. Plusieurs responsables du district ont fait le déplacement pour soutenir les présidents de zone et encourager leurs efforts au service de la communauté. C'était une formation très intéressante, enrichissante, qui nous a permis de gagner en connaissance et en savoir. Cela nous a permis d'avoir une meilleure vision du rapportage et surtout de son importance pour chaque club Léo et Lion. Les lions présents à cette cérémonie soulignent la nécessité de renforcer la visibilité des actions du mouvement. J'ai beaucoup plus apprécié parce que ça a éclairé certains points d'ombre que moi j'avais et je crois que cela a été égal pour les autres amis présents ici. Cette cérémonie était l'occasion pour Marc-Aurèle Catraillé, président de la région 1, de mettre l'accent sur la synergie entre les différentes zones. Nous avons vu les différents présidents de clubs nous présenter leurs activités au cours du trimestre écoulé. Et c'est l'occasion pour nous autres officiels du district de leur dire les insuffisances, ce qu'il faudra rattraper pour que le trimestre à venir, nous ayons des œuvres et des activités de qualité. Une initiative saluée par tous les participants qui repartent avec un même mot d'ordre, servir davantage et ensemble. Ce samedi 4 octobre, la 5e édition des rencontres cinématographiques de Cotonou a pris fin au Palais des Congrès de Cotonou lors de cette cérémonie qui a réuni des acteurs du cinéma venus de plusieurs pays tels que le Bénin et l'Égypte. Dimitri Fadonoubo a rappelé l'objectif et les différentes activités inscrites à l'ordre de cette édition. Il est au micro d'une équipe de Esaü TV. Le Recico 2025, c'est 55 projections de films africains et de la diaspora en 6 jours. C'est aussi 4 ateliers de formation dans les métiers du cinéma tels que l'écriture du scénario, la direction de la photographie, l'actorat et la critique du cinéma pour une participation de 80 apprenants.
Les débats de films, table ronde, sur le rôle stratégique des chaînes de télévision dans la diffusion des œuvres cinématographiques ne peut pas être occulté. Et la soirée de projection des films La Terre de l'Égypte, pays invité d'honneur, que nous avons bien eu l'honneur d'assister à l'hôtel Ezi il y a quelques jours. Je voudrais vous dire simplement que toutes ces activités ont meublé la 5e édition. Nous vous promettons une amélioration considérable pour les années à venir, tout en vous donnant déjà rendez-vous pour la 6e édition qui se tiendra ici même à Cotonou du 3 au 10 octobre 2026. Le Collège des ministres, conseillé conduit par Janvier Yawedeo, coordonnateur du Collège des ministres, a effectué une visite d'inspection sur le chantier de la cité administrative d'Abomey-Calavi, édifice emblématique en pleine construction. Le confrère de Canal 3 Bénin pour le reportage. Le représentant de la société immobilière et d'aménagement urbain SIMO, maître d'ouvrage, présentant une description technique du joyau en érection au ministre conseiller. Les informations globales du site Gobé, la cohorte des officiels se met en branle pour la visite proprement dite du site. Une immersion partielle qui conduit les visiteurs dans différents compartiments de l'infrastructure. Des bureaux aux salles polyvalentes, les ministres conseillers passent en revue quelques bâtiments. Logés dans la localité d'Arros-Soubeta, la cité administrative d'Abomey-Calavi, que découvrent les ministres conseillers, est une plateforme de services publics qui se déploie sur une superficie de 40 hectares. La cité administrative d'Abomey-Calavi est un complexe immobilier administratif, donc composé de 16 bâtiments administratifs, d'un centre de conférence, d'un centre médical, des restaurants et maquis. La cité administrative accueillera l'ensemble des directions techniques de nos ministères. À l'issue de leur parcours, les visiteurs expriment leur satisfaction. Nous avons une cité qui peut accueillir autour de 7 000, 8 000 personnes. C'est clair qu'il y aura une forme de décongestion des centres-villes, puisque beaucoup de fonctionnaires et autres vont se retrouver au même endroit pour travailler. Et pour la gouvernance, vous comprenez très bien que c'est un outil de rationalisation. Je suis très impressionnée par l'ampleur et la qualité des travaux que nous avons visités sur ce site. Je crois que ce projet répond à la vision du gouvernement sous le leadership éclairé, bien sûr, du président de la République. Ce qui m'enchante encore, c'est qu'il y a un endroit prévu pour un grand maquis pour la population. Ils vont venir manger à moins près ici, tout est beau. Situé à quelques kilomètres du centre hospitalier international de Calavi et du marché de gros de Glodjibé, la cité administrative d'Abomey-Calavi traduit l'ambition du gouvernement de faire de cette commune une plaque tournante de services. 60%, c'est le taux d'exécution des travaux de construction du joyau, dont la livraison est annoncée pour mars ou avril 2026. La diaspora béninoise en France a tenu une assemblée générale constitutive de la coordination France du parti Moël Bénin, présidée par Imelda Bada, vice-présidente et coordinatrice de la diaspora Moël Bénin. Cette rencontre a réuni des élus, des personnalités, des représentants frais et compatriotes engagés dans une ambiance empreinte de solennité et de fraternité. Le reste des échanges avec une équipe de ESAE TV. De rassemblement au service de la nation et de la diaspora béninoise. Je vous remercie. On va prendre une photo. Une nouvelle page s'ouvre au sein du parti Moël Bénin. La diaspora béninoise de France a tenu sa première assemblée générale constitutive de la coordination France du parti Moël Bénin ce samedi 27 septembre 2025. Une rencontre au cours de laquelle le président du parti Jacques Ayadji depuis Cotonou a insisté sur le rôle stratégique de la diaspora dans la refondation de la République. Ce que vous bâtissez ici inspirera d'autres communautés. La diaspora Moël Bénin, France, que vous installez aujourd'hui, doit pouvoir travailler sans que la liste soit exhaustive à, premièrement,
organiser la communauté béninoise en France autour d'objectifs politiques, économiques et culturels. 2. Défendre les droits et intérêts de nos compatriotes. 3. Promouvoir des initiatives de développement en lien direct avec les territoires d'origine. Poursuivons le combat pour l'égalité politique des Béninois de l'extérieur, notamment par l'instauration du vote à distance sécurisé et par la reconnaissance d'une représentation parlementaire dédiée. Cette assemblée générale a été présidée par Imelda Bada, vice-présidente et coordonnatrice de la diaspora Moël Bénin. Par la voix de cette dernière, le premier bureau de la diaspora prend l'engagement d'œuvrer pour les idéaux du parti. Ce bureau s'engage avec abnégation et loyauté à travailler pour mobiliser la diaspora autour des idéaux et les valeurs du parti Moël Bénin, de renforcer les passerelles entre nos compatriotes de la France et notre terre natale, soutenir les initiatives citoyennes, sociales, économiques et culturelles de nos frères et sœurs de la diaspora et surtout de porter le plaidoyer pour la reconnaissance de la diaspora comme 25e circonscription électorale afin que les Béninois de l'extérieur exercent pleinement leurs droits civiques et politiques. En s'organisant officiellement en France, la diaspora Moël Bénin démontre que les Béninois de l'extérieur ne veulent plus être des spectateurs, mais bien des acteurs à part entière du développement national et du destin commun de la nation béninoise. L'événement a connu également la présence de l'artiste Ignace Dométoc. Comme à l'accoutumée, les membres du gouvernement se sont réunis en Conseil des ministres le mercredi 1er octobre 2025 sous l'égide du chef de l'État, président de la République, chef du gouvernement Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives. Le gouvernement béninois a décidé de la contractualisation pour la réalisation de 4 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages dans les départements du Zou, de l'Ouémé et du Plateau. Dans le registre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a prononcé des nominations à la présidence de la République. Suivons ensemble le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Humbedi, qui nous donne plus de détails. Au titre des communications, contractualisation pour la réalisation de 4 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages dans les départements du Zou, de l'Ouémé et du Plateau. Les ouvrages à construire sont destinés à impacter 4 arrondissements que sont Seto, Zungbomé, Isaba et Odometa, initialement pris en compte dans un appel d'offres qui s'est avéré infructueux. En vue de permettre aux populations bénéficiaires des localités concernées d'avoir accès à l'eau potable, le Conseil s'est prononcé pour la contractualisation avec des entreprises qualifiées en vue de la réalisation de ces infrastructures. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la célébration de la Journée internationale des personnes âgées, ce 1er octobre 2025, de la 14e édition de la Journée internationale de la fille, le 15 octobre 2025, l'organisation au Bénin de la 16e Assemblée générale du Conseil du travail et du dialogue social de l'UEMOA, les 8 et 9 octobre 2025, de la 6e édition du sommet Climate Change Africa 2025, les 27 et 28 octobre 2025, du 3e congrès de la Société béninoise de médecine interne du 29 au 31 octobre 2025, d'une réunion de haut niveau sur la transformation numérique en Afrique de l'Ouest et du Centre les 17 et 18 novembre 2025, puis la participation du Bénin à la 53e session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale du 20 au 24 octobre 2025 à Rome, en Italie. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées à la présidence de la République. Président de la Fondation Semecity, M. Lionel Zinsou.
directeur exécutif de la Fondation Semecity, M. Fructueux S. Aho. Dans un autre registre à présent, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a ouvert le mardi 30 septembre à Cotonou sa deuxième session ordinaire au titre de l'année 2025. À quelques mois des élections générales de 2026, l'institution place la régulation des médias en période électorale au centre de ses préoccupations. Le compte rendu de la séance d'ouverture avec nos confrères de Speedline TV. À quelques mois de répit, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a officiellement repris ses travaux. L'institution a ouvert sa deuxième session ordinaire de l'année 2025 sous la présidence des doigts locaux. Dans son discours d'ouverture, le président de l'instance de régulation des médias a invité les journalistes à unir leurs forces afin de relever ensemble les défis du secteur. Aucun journal ne s'est levé, aucune radio ne s'est levée depuis 9 ans pour dire « je veux fusionner avec tel ». C'est la solution que l'autorité attendait. Parce que nous sommes dans un domaine libéral. La presse, après tout, c'est une entreprise. Personne ne peut obliger une entreprise à fermer si elle-même ne se retrouve pas dans la situation de fermer. C'est-à-dire la décision courageuse doit venir de nous. Mais personne ne veut prendre ces décisions courageuses. Nous allons continuer à nous plaindre d'ici à 10 ans, ne vous en faites pas, 20 ans. Tant que nous n'allons pas décider de nous mettre ensemble. Je parle de la presse écrite, par exemple. Nous savons tous que les papiers que nous sortons, c'est juste pour le dépôt légal de la HAC. Il y a quelques journaux qui s'en sortent quand même, qui font de l'imagination, qui écrivent des choses qu'on ne trouve pas sur les réseaux sociaux. Et vous allez voir, c'est eux qui tiennent encore un peu plus le coup. Donc, il nous faut faire preuve d'imagination. Nous ne pouvons pas battre notre coupe sur la poitrine des autres continuellement. Longtemps décriée pour son opacité et son inefficacité, l'aide publique à la presse va connaître une profonde réforme. Le président de l'ARAC, Edouard Loko, en profite pour dévoiler les orientations du nouveau mécanisme. Avant, nous attendions tranquillement 350 millions l'année et que nous réussissons. C'était un exploit rapidement dépensé quand même. Mais pour quel résultat? C'est pour ça que l'aide, j'ai plaidé. La seule question qu'on me pose, vous voulez faire quoi avec l'argent? J'ai beau, puisque je viens de vous, je suis des vôtres, j'ai beau rappeler les anciennes choses que nous avons l'habitude de faire. Vous avez fait ça pendant 20 ans. Pour quel résultat? Cette fois-ci, les priorités sont clairement définies. La rénovation de la maison des médias, symbole et espace commun des professionnels de l'information. Au-delà des aspects logistiques, une part privilégiée sera accordée à la formation des journalistes selon la nouvelle formule de cette aide. Les associations, on dit, vous faisiez quoi? Vous avez fait quoi avec l'argent pendant 20 ans? Vous avez, c'est quoi les résultats? Je n'ai pas trouvé les bonnes réponses. Mais quand en balbutiant, j'ai fini par dire, nous avons une maison des médias qui est en ruine, mais c'est automatiquement qu'on nous refait cette maison, on nous refait cette maison à neuf. C'est le ministère des Finances qui automatiquement a envoyé des techniciens pour aller voir l'état du bâtiment, pour lequel moi, j'avais peur de dire un grand chiffre. Je disais, bon, avec peut-être une 50aine de millions, on va réparer. Quand ils sont allés, c'est pratiquement il y a quelques semaines, le ministre des Finances m'a envoyé une notification. C'est 115 millions qu'ils veulent mettre pour remettre ça à neuf. Parce que ça, ils disent ça, c'est un projet qui va vous profiter à tous. Un lieu où nous pourrons nous voir. Un lieu où nous pouvons, c'est-à-dire obliger les politiciens à venir faire leur conférence. Un lieu où les associations seront à l'aise pour réfléchir. Et pour les formations, in situ. Donc, une trentaine de radios pourront bénéficier prochainement. Au cours des 4 mois de cette session, les travaux seront jalonnés d'études approfondies, de débats constructifs et d'échanges enrichissants avec une seule ambition, contribuer à un environnement médiatique plus équilibré et respectueux des principes démocratiques. Restons toujours à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Le président Edouard Loko a effectué le 1er octobre dernier
Une visite à la maison des médias Thomas Meillanson, une visite qui intervient après l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année accompagnée de ses conseillers de cadre de l'institution. Il a pu observer l'ampleur de la dégradation des infrastructures grâce au nouveau format de l'aide à l'État de la presse. 115 millions de francs CFA seront investis pour sa rénovation avant la fin de l'année. Canal 3 Bénin pour le compte rendu. À la Maison des médias ce mardi, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour constater l'état de défectuosité de l'édifice. Du plancher au plafond en passant par les bureaux, plus rien ne tient par ici. Vous devriez l'avoir constaté depuis le portail. Le bâtiment ne tient vraiment plus. La toiture s'affaisse. Quand il y a tornade, ça tombe par endroits. Et quand vous rentrez, vous devriez avoir constaté aussi, presque dans toutes les salles, la maison est en décrépitude. Les carreaux qui ne tiennent plus. Il y a un bâtiment mitoyen à la maison des médias, celui du FNEC. Quand il pleut, ça chante. Et si ça continue, la maison des médias peut tomber, le bâtiment des médias peut tomber. Mais la maison des médias ne tombera pas. Des démarches ont été faites à l'endroit du gouvernement qui s'est montré favorable à l'idée de rénover l'édifice de la maison des médias. Nous avons plaidé, le chef d'État a décidé, c'est pourquoi nous voulons le remercier. Lui et aussi son ministre des Finances qui a fait diligence pour que, avant la fin de cette année, les travaux de rénovation puissent commencer, pour qu'il y ait de la vie ici. C'est une maison dont nous avons besoin. Nous avons été très heureux ici, et vous, peut-être certains ne le savent pas. Quand cette maison était fonctionnelle, nous avons été très heureux ici. Et nous voulons que les journalistes continuent à être heureux ici. Près de 115 millions de francs CFA ont déjà été débloqués par le gouvernement pour redonner vie à la maison qui abrite toutes les fêtières de la presse béninoise. Le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel, l'Union des professionnels des médias du Bénin, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias et bien évidemment l'administration de la maison des médias. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Detchenou, a procédé le 29 septembre 2025 à Cotonou au lancement officiel de la Semaine africaine de l'arbitrage, de la justice et de l'information commerciale. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence des présidents d'institutions de la République, de hauts magistrats, de procureurs, de praticiens du droit, d'opérateurs économiques, de partenaires techniques et financiers, ainsi que de représentants du corps diplomatique. Cette première édition, financée par le gouvernement du Bénin, est organisée par la Cour commune de justice et d'arbitrage et l'École régionale supérieure de la magistrature avec l'appui institutionnel du secrétariat permanent de l'OADA. Canal 3 Bénin pour la cérémonie de lancement. Les professionnels du droit réfléchissent sur l'avenir de la justice commerciale, de l'information commerciale, de l'arbitrage et de la médiation dans le règlement des différends en Afrique. La Semaine africaine de l'arbitrage, de la justice et de l'information commerciale met donc en lumière ces différentes étapes, socle d'une Afrique juridiquement intégrée. La SAGIC a été pensée, conçue comme un cadre structuré de concertation périodique entre la CCJA et les juridictions nationales de cassation, les praticiens, les chercheurs et les experts sur des questions d'intérêt commun et relatives à la justice et l'information commerciale. L'Afrique a besoin d'une justice forte, d'institutions crédibles pour porter sa croissance, d'États qui poursuivent leur contribution à nos organisations. L'Afrique a besoin de juges qui dialoguent encore mieux qu'ils ne le font déjà. L'Afrique a besoin d'arbitres et de médiateurs qui, se professionnalisant, compétissent à l'international. La SAGIC est plus qu'une rencontre académique. C'est une plateforme de dialogue entre juges, institutions, praticiens et opérateurs économiques. Ceci pour rapprocher davantage le droit des affaires de la réalité des investissements et des nécessités de compétitivité en Afrique. La conférence sur l'arbitrage appelle tous les professionnels à assumer leur rôle dans la gouvernance mondiale des différends économiques et dans le choix efficace d'alternatives non judiciaires disponibles.
Nos États ne peuvent pas seulement importer des modèles, ils doivent devenir exportateurs de normes et de savoir-faire. Il s'agit de libérer les énergies créatrices et l'arbitrage africain doit offrir un modèle fiable, accessible et enraciné dans nos cultures. Le règlement sécurisé et diligent des différends d'affaires est une composante essentielle du système OHADA dans son approche de rationalisation de l'environnement des affaires. Plusieurs activités vont meubler la rencontre, entre autres une audience foraine de la Cour commune de justice et d'arbitrage, un atelier sur l'information commerciale et un colloque sur les modes alternatifs de règlement des différends. Cotonou, la capitale économique du Bénin, a accueilli du 27 au 28 septembre 2025 un rendez-vous inédit susceptible de marquer un tournant décisif pour la santé du continent. La conférence internationale sur la nutrition et la table ronde de financement, placée sous la houlette du chef de l'État Patrice Talon, ont réuni diplomates, acteurs de la société civile, universitaires et partenaires techniques venus de toute l'Afrique et d'ailleurs objectif, placer la nutrition au rang de priorité stratégique pour l'avenir du continent. Nos confrères de Canal 3 Bénin pour le reportage. Nous saluons avec enthousiasme le fort engagement manifesté par l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui ont massivement répondu présents à l'appel du gouvernement du Bénin. À l'issue de nos échanges, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons reçu des partenaires des engagements fermes de financement du projet à hauteur de 442,5 millions de dollars US, soit 252,8 milliards de francs CFA, ce qui représente 126% de financement attendu, qui est de 350 millions de dollars US, soit 200 milliards de francs CFA. Ce financement substantiel permettra de renforcer les interventions nutritionnelles à fort impact, d'élargir la couverture géographique du programme et d'assurer une mise en œuvre efficace et durable des actions prévues sur le terrain. Cette mobilisation exceptionnelle marque une étape décisive dans la mise en œuvre du projet. Les ressources qui ont été annoncées dans le cadre de cette table ronde sont destinées à compléter les ressources de l'État pour les interventions prévues dans le cadre du projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours. Vous savez que la malnutrition fait des dégâts et scientifiquement, il est démontré que c'est la période des 1000 premiers jours et les 1000 jours suivants, c'est dans cette période-là que tout le capital cognitif de l'enfant se forme. Si l'homme est la richesse des nations, la source de cette richesse, c'est les capacités intellectuelles. La conférence qui a été organisée, la conférence internationale sur la nutrition, qui a été organisée, a permis aux différents experts de revenir sur ces données scientifiques et d'éveiller davantage l'attention sur le caractère critique de cette période. Donc le projet dont nous mobilisons les financements aujourd'hui, ce projet est destiné donc à aider à lancer une lutte méthodique et une lutte vraiment décisive contre la malnutrition au Bénin pour donner des chances aux générations futures de pouvoir avoir leur plein potentiel pour contribuer au développement de notre nation. À l'issue de cette table ronde, nous saluons Son Excellence le Président Patrice Talon, Président de la République, pour sa vision et ses orientations stratégiques pour ce projet, qui est un projet assez critique pour le renforcement du capital humain au Bénin. Nous saluons aussi tous les partenaires pour leur engagement, leur solidarité et leur appui technique et financier. Par l'enseignement supérieur à présent, la nouvelle équipe rectorale de l'Université d'Abomey-Calavi a officiellement pris fonction le mardi 30 septembre 2025, nommée lors du Conseil des ministres du 24 septembre 2025. Elle succède à celle dirigée depuis 2021 par le professeur Félicien Avlessi. Le point de la cérémonie d'installation dans cet élément signé par nos confrères de Speedline TV.
La nouvelle équipe rectorale et les nouveaux responsables d'unité de formation et de recherche de l'Université d'Abomey-Calavi sont depuis ce 30 septembre installés dans leurs fonctions respectives. Cette cérémonie riche en couleurs et en émotions marque le départ du professeur Félicien Avlessi et l'entrée en fonction de Charlemagne Higué, récemment nommé recteur à la tête du haut lieu de savoir de la cité d'Ortois. Monsieur le recteur, je pars dans la joie. L'un des motifs de cette joie est que j'ai l'assurance de céder les rênes à quelqu'un comme vous, qui n'est pas un intrus. Je passe le témoin à un homme qui connaît parfaitement la maison. Je vous ai vu à l'œuvre et je ne doute point de vos compétences. Je m'engage solennellement devant le président du conseil d'administration ici présent à servir l'université avec intégrité et transparence, à promouvoir l'excellence académique sous toutes ses formes, à défendre les intérêts de notre institution avec détermination, à œuvrer pour le rayonnement de l'université au niveau national et international, à contribuer activement au développement du Bénin par la formation et la recherche. L'arrivée de Charlemagne et son équipe s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de renforcement des réformes académiques et administratives au sein de l'UAC. L'université est donc appelée à jouer un rôle clé dans la transformation du paysage de l'enseignement supérieur au Bénin, notamment à travers la modernisation des offres de formation, la digitalisation des services et l'amélioration de la gouvernance universitaire. Comme le rappelle toujours la maîtresse, professeur Éléonore Yahi, la décan, Monsieur le recteur Avlessi, quand il y a des séances et elle est là, j'ai gardé ceci d'elle. Chers collègues, ensemble, vous pouvez contribuer à créer un environnement d'apprentissage et de recherche respectueux, équitable et propice à l'excellence. Elle a toujours répété cette phrase. Monsieur le recteur Higué, vous constatez avec moi que les défis sont nombreux. Mais, comme vous aviez déjà dit, en travaillant résolument et véritablement en équipe, vous y parviendrez, bien sûr, avec l'appui du conseil d'administration et du ministère. Le vice-recteur chargé des affaires académiques met l'accent particulier sur les priorités en matière de réforme à l'UAC. Au département de génie informatique et télécommunications, nous avons travaillé en mettant en place des outils innovants de gestion des affaires académiques. Entre autres, nous pouvons parler d'abord de la gestion efficace des offres de formation à travers un outil dénommé JessBook qui nous permet de gérer de façon intelligente le cahier de tests numérique. Nous avons également une autre innovation qui porte sur le contrôle même, je dirais, l'exécution des enseignements. Cet outil devra également venir très rapidement au secours de notre université. Vous savez, les affaires académiques constituent, je dirais, le maillon essentiel des universités du Bénin. Nous pensons avec brio, honneur, intégrité et dignité surtout, conduire avec lucidité la gestion des affaires académiques. Pour rappel, Charlemagne Higué, Terou Diarra et Véronique Bento ont été nommés en Conseil des ministres du 17 septembre 2025. Les deux autres vice-recteurs de l'ancienne équipe ont été reconduits à leur poste. Un complexe hôtelier de la ville de Cotonou a abrité les festivités du 76e anniversaire de la Fondation de la République populaire de Chine le lundi 29 septembre 2025. À l'occasion, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de la Chine, le Bénin et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Franck Hamel, a
Foucault ont célébré la modernisation à la chinoise et le partenariat stratégique conclu entre la Chine et le Bénin lors de la visite d'État du président Patrice Talon à Beijing du 31 août au 3 septembre 2023. Canal 3 Bénin pour le compte rendu. Réunis dans cette salle de Golden Tulip Hotel à Cotonou, la communauté diplomatique et les officiels béninois se retrouvent pour ensemble célébrer le 76e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Une réception solennelle organisée par l'ambassade de Chine près le Bénin et qui témoigne de la vitalité des liens d'amitié et de coopération entre les deux nations. Tout en retraçant le parcours de son pays depuis 1949, l'ambassadeur de Chine met un accent particulier sur les réalisations spectaculaires en matière de développement économique et social, ainsi que l'engagement continu pour la paix et la coopération internationale. Il rappelle l'importance du partenariat stratégique avec le Bénin. Depuis 76 ans, sous la direction du Parti communiste chinois, le peuple chinois a surmonté des obstacles et a persévéré sans relâche. Il a ainsi ouvert une voie de modernisation à la chinoise en créant deux miracles, un développement économique rapide et une stabilité sociale durable. La Chine est disposée à travailler avec le Bénin à la mise en œuvre des 10 actions de partenariat, à renforcer la confiance politique mutuelle, à élargir la coopération économique et commerciale et à approfondir les échanges culturels et humains. Côté béninois, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères réaffirme l'excellence de la coopération sino-béninoise, soulignant l'impact des projets chinois dans des secteurs clés comme les infrastructures et la santé. Une marque de gratitude et un souhait de voir cette amitié se renforcer davantage dans les années à venir. Sous l'impulsion du président Patrice Talon, le Bénin a entrepris ces dernières années une transformation structurelle ambitieuse, fondée sur la modernisation des institutions, le développement des infrastructures, la valorisation du capital humain et la diversification de l'économie. Dans cette dynamique, le Bénin a pu compter sur le soutien constant et l'accompagnement précieux de la Chine, dont l'expertise et l'expérience sont des atouts majeurs pour relever les défis de développement. Le clou de cette commémoration est la coupure symbolique du gâteau d'anniversaire, un geste traditionnel empreint de convivialité et réunissant autour de l'ambassadeur plusieurs personnalités venues partager ces moments de joie avec le peuple chinois. Sport présent dans cette édition, Rodeo Football Club a reçu l'Autopopo le samedi 4 octobre 2025 dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue 1 du championnat professionnel du Bénin. Au thème de la partie, les deux équipes se sont séparées sur le score d'1-0 en faveur des hommes de la loterie. Les moments forts du match dans cet élément réalisé par une équipe de la rédaction de ESAU TV.
Parlons toujours de la deuxième journée de la Ligue professionnelle. Buff FC du Borgou et Asvo se sont affrontés sur la pelouse du stade de Tchaourou ce 4 octobre 2025. Les joueurs du coach Urbain Enfant ont réussi à obtenir les 3 points en battant Asvo sur un score de 3-0. Suivons ensemble les impressions du coach des Buffs au micro d'une équipe de Esaü TV Parakou. Je pense que cette victoire, c'est pour quand même le défunt Maman Tchabi. Je pense que de son vivant, il a dit qu'il ne voulait pas avoir les Buffs en deuxième division. Donc l'année passée, il a vraiment lutté, il s'est battu et on s'est maintenu difficilement, mais on s'est maintenu en Ligue 1. Et malheureusement, on a pris son décès dans la semaine. Les gens voulaient qu'on reporte le match. Il a dit non, il est hors de question, il faut qu'on joue et que les joueurs se battent pour eux. Je viens de voir ce que ces joueurs ont un peu dans le ventre par rapport au président. Je pense que la victoire, c'est pour le président Maman Tchabi. Que son âme repose en paix, mais d'où il est qui nous soutient toujours parce qu'on aura toujours besoin de lui. Certes, on a fait un match nul à Abomey, on avait à cœur quand même de bonifier ce match ici en prenant les 3 points. On rend grâce à Dieu, on a marqué 3 buts et je pense que c'est très important pour la suite. Ce n'est que le début, il ne faut pas se relâcher, il faut rester toujours concentré, continuer par travailler. Il y a eu des insuffisances, il y a eu des failles, mais c'est notre rôle un peu de corriger tout ça là, de dire aux joueurs que ce n'est que le début, de ne pas s'enflammer, de ne pas s'alarmer, ce n'est que le début du championnat et c'est peut-être maintenant que le plus dur commence. Oui, je pense qu'on a quand même fait un recrutement de qualité et que tous les joueurs qu'on a pris se valent. Donc s'il y a Ins qui n'est pas là, Y peut jouer. Je pense qu'aujourd'hui, Machuri et Babao ont montré que sur les côtés, ils peuvent quand même remplacer valablement, que ce soit Ousmane Baudouin. Et ça pour qu'il y a de la concurrence et que c'est les plus méritants qui vont jouer. Oui, à Cotonou, on va d'abord analyser, se reposer déjà aujourd'hui et voir peut-être demain dans la semaine et bien analyser cette équipe, essayer de l'aborder encore de mieux poser parce qu'on va à l'extérieur et à l'extérieur, comme je l'ai dit, si on ne peut pas gagner un match, il ne faut pas le perdre. Donc on va rester dans cette mentalité, dans cet état d'esprit. D'abord reposer, retourner à Parakou, travailler et puis bien préparer ce match. Comme je l'ai dit, il ne faut pas s'enflammer, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché, il faut les corriger. Se faire tout petit, continuer par travailler. Je pense qu'au bout, on va aider la phase d'aller, on fera le point. D'abord, on est très content parce qu'on a été bien accueillis par la population de Tchao. Déjà, quand on est venu depuis le mercredi, les gens nous ont bien accueillis. Aujourd'hui également aussi nous ont bien accueillis. On est comme à domicile ici, donc il n'y a pas trop de différence pour nous. Le terrain, il est encore de qualité, je pense que ça nous permet de mieux nous exprimer. Donc je pense que Buff ici à Tchao, c'est comme à domicile à Parakou. Et j'invite la population à toujours nous soutenir, à nous apporter leur soutien parce qu'après tout, c'est le 71 qui gagne. Parlons à présent des autres résultats des matchs issus de la deuxième journée. Buff FC et Asvo FC se sont séparés sur le score de 3-0. Sobemap FC face à Espoir de Savalo se sont quittés sur le score de 5-1. Même score pour AS Cotonou GSP, Aspac FC face à Aema FC 0 but partout. Dragon FC, Dynamo d'Abomey se sont quittés sur le score de 1-0. Même score pour Bani Gansé FC Damissa FC. 1-0 pour SS Kraké et Dadje FC 1-0. Voilà, c'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tous.